Bonjour à toutes et à tous, on est très ravis aujourd'hui, enfin, on a pu accueillir Monsieur Liad Ajouini, le CEO de Nartak. Bienvenue Liad. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, avec plaisir. Enfin, alors, c'est l'homme dont on entend beaucoup parler. On a parlé de Liad presque dans tous les épisodes. Tous nos invités ont été très fiers de son parcours, aussi de la solution Nartak. Et on a l'impression de recevoir le magicien d'Osée. C'est un auteur, c'est un CEO, il sponsorise des événements. Il était Senior Security Architect. Il a un parcours très impressionnant et là, on va découvrir ce parcours ensemble. On vous voit partout presque, Liad. Oui, déjà merci pour la présentation. Merci beaucoup, je suis flatté. Oui, alors j'essaie d'être un peu partout. Je vais en parler un peu plus en détail dans ce podcast. Oui, on vous voit dans des événements, à la télé, dans des radios et aussi des articles où vous avez été décrit comme mover, matchmaker et c'est très impressionnant aussi comme titre. Oui, ça c'était Managers, donc je les remercie beaucoup d'ailleurs pour ce titre très flatteur. Donc effectivement, moi je suis très, très content, j'essaie d'être partout pour des raisons que je vais expliquer pendant ce podcast, mais merci pour la présentation, je suis très flatté. Ah, très bien, c'est le minimum, on a juste fait une présentation, c'était le tout juste, mais vous allez découvrir un tout petit peu, petit à petit, à travers des questions, son parcours et je pense aussi sa personnalité, vous allez être très impressionné. Et là, je pense si quelqu'un qui est en train de nous regarder, il va dire mais non, il est assez jeune. Oui, je pense être assez jeune. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Liad Ajouini, je suis tunisien. J'ai 32 ans. Donc je pense que je suis à peu près jeune. Pas totalement, mais à peu près jeune. Non, c'est jeune. C'est jeune. J'ai 32 ans, j'ai fait pas mal de choses. En tout cas, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Je suis l'auteur de 3 livres qui se vendent aujourd'hui à l'international, qui sont aussi présents dans les librairies tunisiennes, via Al-Kitab, Culture et les Fnac. J'ai créé mon entreprise il y a quelques temps, dont je vais parler, qui s'appelle Nartaki, du coup Nartak. Et j'ai aussi été, comme vous l'avez dit juste avant, j'ai été sur un rôle de ce qu'on appelle un Cloud Security Architect, où en fait mon travail c'était de conseiller les banques internationales et certains gouvernements sur comment ils peuvent sécuriser leurs données confidentielles et sensibles. Et puis je vais expliquer comment j'ai fait pour passer de salarié à entrepreneur et pourquoi du coup j'essaie d'aider les prochains entrepreneurs, les jeunes et moins jeunes sur leur parcours. Et du coup justement, pour cette histoire du jeune Liad, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, quel était le problème qui t'a fait te dire c'est ça, c'est mon univers, je me lance? Ouais. Alors, du coup, moi j'ai un parcours assez atypique. Donc, moi j'ai un père diplomate, du coup, qui a fait que moi et mes frères, on a vécu à l'étranger toute notre vie. Donc, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de cultures quand j'étais jeune, plusieurs langues. Donc, j'ai appris à parler le français et l'anglais quand j'avais 5 ans, donc j'ai appris très jeune. Et du coup, à force de voyager, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai appris à m'adapter rapidement, m'adapter aux cultures, aux langues, m'adapter de manière générale aux environnements, etc. Donc ça a été ma force assez jeune. Et du coup, j'ai fait mes études en France. J'ai suivi des études de politique, d'économie et de business. Donc j'ai un bac+6 en business. Et j'ai été autodidacte dans l'informatique, donc ça qui est assez atypique, c'est que j'ai été beaucoup influencé par mon entourage. J'ai eu un entourage d'ingénieurs en informatique, et puis j'ai toujours eu le côté où ma curiosité m'a poussé à comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc la partie business, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de vendre des choses qui sont plus ou moins complexes, et puis de voir l'impact qu'on a lorsqu'on essaye de partager un produit ou la valeur ajoutée d'un produit. Mais comprendre comment fonctionne ce produit, moi, ça a été ma curiosité depuis longtemps. Et du coup, je me suis lancé, je me suis formé dans l'ingénierie informatique. Et je me suis retrouvé sur un rôle d'ingénieur dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. J'ai travaillé chez IBM en tant qu'ingénieur informatique. J'ai travaillé dans le secteur du luxe, où j'ai côtoyé du coup des responsables chez Gucci, chez Balenciaga, chez Yves Saint Laurent, Versace. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, dans l'énergie. Et voilà, donc j'ai évolué sur un poste de Cloud Security Architect, juste avant du coup de me lancer dans cette expérience entrepreneuriale. Et
également, j'essaie de soutenir au maximum aujourd'hui les jeunes qui essayent de s'en sortir ou qui essayent du coup de savoir dans quelle direction aller, parce que Helium, il est extrêmement compliqué de trouver sa voie, surtout quand on est jeune. Moi, je me mets à leur place, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, avec tous les différents sujets qu'on a, avec les différentes expertises qu'on entend à la télé, les différentes opinions. C'est dur de se focaliser et d'aller dans une seule direction. Donc, j'essaie de partager mes connaissances à travers les livres que j'ai écrits, et j'essaie aussi de soutenir les jeunes dans des compétitions. Que ce soit des compétitions de programmation, de cybersécurité. Et aujourd'hui, avec Nartag, j'essaie de soutenir aussi l'entrepreneuriat, ce qui aiderait beaucoup l'écosystème Tounsi à accueillir les talents, à trouver les financements, et aussi à faire en sorte que les Tunisiens qui résident à l'étranger peuvent revenir dans le pays et investir dans leur propre pays. Voilà. Très bien. Donc, si on veut revenir tout un petit peu sur l'architecture, le cloud et tout, en fait, votre job, c'était d'avoir une architecture parfaite, c'est ça ? C'est ça. Donc, une architecture parfaite, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et là, mon travail, c'était définir l'architecture qui va permettre à des entreprises qui ont des données très confidentielles de protéger les données par les clients-terres. Voilà, c'était ça mon travail. Et est-ce que c'est ça ce qui t'a fait peut-être savoir ce qui clochait dans le monde d'investissement pour créer Nartag ? Alors, il n'y a pas forcément de lien direct. Et la raison pour laquelle j'ai créé Nartag, c'est pour plusieurs raisons. La principale, c'est que je me suis mis à la place des entrepreneurs pendant longtemps. J'ai passé 10 ans dans le salariat à peu près. Pendant ces 10 années, beaucoup de gens m'ont posé la question de pourquoi est-ce que je ne me lançais pas dans l'entrepreneuriat. Moi, j'étais un peu contre parce que j'étais convaincu, pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il fallait être dans le bon réseau, il fallait connaître les bonnes personnes. Il fallait, avant même de se lancer et créer juridiquement l'entreprise, il fallait déjà avoir les financements, d'une manière ou d'une autre. Et ça, on le voit dans les entreprises américaines, celles qui ont eu beaucoup de succès. Souvent, les choses qu'on nous cache, c'est que les Bill Gates, les Zuckerberg, les Elon Musk, etc., ils ont commencé avec une très grosse somme d'argent. Et du coup, ça, pour moi, c'était un vrai frein. Parce que quand on se lance sur un projet et on ne sait pas dans quelle direction on va aller, on ne sait pas comment on va faire par la suite pour faire que ce projet soit durable, c'est très compliqué de se lancer. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de startups et de personnes qui ont en fait de très bonnes idées, mais qui hésitent à se lancer parce qu'ils ne savent pas d'où vont venir les financements. Et sans financement, en fait, il faut dire les choses comme elles sont, la start-up ne peut pas survivre. Voilà, clairement. Et donc, je voulais répondre à cette problématique-là. Et je me suis dit, je vais créer quelque chose qui soit juste, qui soit équitable, qui soit transparente pour tous les start-upers, pour tous les créateurs de projets, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient au Kenya, au Cameroun, au Qatar, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique latine. L'objectif, c'est que s'ils ont la bonne idée, ils sont prêts, on leur donne de la visibilité. Et c'est là où on va parler de Nartag. Oui, et là, si on va parler de Nartag, exactement. Pourquoi Nartag ? Nartag, ça veut dire Nartaqi. Nartag, c'est-à-dire s'élever. Et pourquoi ce nom ? Pourquoi vous avez choisi ce nom ? C'est exactement ce que vous voulez dire. C'est Nartaqi, donc c'est le fait de s'élever. L'objectif d'un Nartaqi, c'est donner de la visibilité, mais surtout de mettre en valeur les talents Touensa. Et aussi mettre en valeur les talents Touensa, africains, etc. Et aussi d'aider l'économie et l'écosystème tunisien. Aujourd'hui, Tunis, elle est vue comme un espace de prototypage. C'est-à-dire qu'on a les cerveaux, on a les très bonnes écoles d'ingénieurs, on a d'excellents ingénieurs. Où malgré ils sont capables aujourd'hui de créer, de développer, de faire de la R&D de très haut niveau. Mais famille de culture, je veux passer le prototypage, donc la phase R&D, je veux en fait m'internationaliser. Pour s'internationaliser, il faut des fonds, il faut des financements, et c'est pour ça qu'on a pensé à un Nartaqi. C'est qu'en fait, on va essayer d'élever un peu le niveau, on va essayer d'élever l'économie tunisienne, on va essayer de mettre en valeur et mettre en avant ce qu'on appelle les esprits entrepreneuriaux, et ça, on va essayer de le faire à travers Nartaqi. D'accord, oui, c'est très, très bien, mais précisément, c'est un peu le côté funky de l'histoire. Si vous pouvez nous raconter le moment où vous avez choisi le nom
Ah, C'est sûr ouais. on a toujours, lorsqu'on choisit des noms, les fondateurs, il y a toujours une conversation entre les deux. Et si vous pouvez la partager avec nous. Et احنا قلنا bon l'objectif تاعنا c'est d'aider l'écosystème tunisi. Et donc on veut trouver un nom qui à la fois fait américain, un peu à la GAFA, qui est attractif, etc. En même temps, on veut lui donner un sens tunisi. On veut que ce soit un projet tunisi. Je veux que ce projet-là, il permette les Twensa de s'élever, d'élever les projets Twensa, etc. Et il a dit, écoute, on va essayer de se focaliser à la haja qui permet de démontrer la manière dont on va élever les esprits entrepreneuriaux, etc. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Naltaqi. C'est une discussion qui a pris plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on se focalise sur ça. Et finalement, on est parti sur cette idée-là qui aujourd'hui, en fait, résonne beaucoup dans les esprits Twins, qui marche plutôt bien. Donc, Moi, ce que j'aime personnellement, c'est que toute l'équipe, c'est des jeunes. Et Ouais. vous essayez aussi d'aider les autres jeunes. Et j'aime beaucoup cette dynamique et ce mindset de dire, moi, si je veux aider, on entend beaucoup parler de la méritocratie. Il y a des personnes qui sont excellents dans le code. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, peu importe le code ou le startup peut être autre chose. Et du coup, ils ne trouvent pas, leur projet ne voit pas la lumière juste parce qu'ils n'ont pas le bon réseau. Ils sont peut-être un peu loin, peut-être dans des régions, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais le why, si aujourd'hui je te pose la question, pourquoi moi, en tant qu'entrepreneur, je dois choisir ou mettre ma startup sur votre plateforme Nartaq? Pourquoi? et c'est une très bonne idée. Enfin, c'est une très bonne question. L'objectif interne, c'est de mettre en valeur donc les projets qui méritent d'être valorisés. Donc, d'accord, je n'ai le principe de la méritocratie. Méritocratie, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ce qu'on veut, c'est que la plateforme, elle soit assez décentralisée. Aucun humain, il coule, c'est un bon projet ou c'est pas un bon projet. On a développé la plateforme décentralisée qui permet, via de l'intelligence artificielle, qui permet d'analyser les projets via plusieurs inputs. Donc, on a les pitch decks, on a les formulaires, on a beaucoup de choses. L'AI, crée un contexte à travers tout ce que le founder a pu faire jusqu'ici. On tire un score pour matcher un investisseur où qu'il soit dans le monde. Et du coup, la raison pour laquelle les entrepreneurs doivent venir c'est parce que c'est la seule plateforme aujourd'hui qui soit assez décentralisée pour donner de la visibilité à tous les fondateurs. Nataqi ne va pas s'intéresser au profil de l'entrepreneur. Allez, إذا كان entrepreneur, il était n'importe quoi, كان un boulanger, كان يخدم في البâtiment, إذا كان ما عندوش expérience في l'entrepreneuriat, إذا كان je sais pas, كان يخدم peu importe الخدمة نتاعو, ولا كان déjà entrepreneur قبل et il n'a pas réussi, etc. Voilà, il a décidé de se relancer dans un autre projet. L'IA ne va pas en tenir compte. À la khater, ce serait pas très juste pour les entrepreneurs. Et donc, on va pas analyser ça. On va analyser la capacité d'un entrepreneur à être prêt, à être mature, à avoir un projet mature. Et du coup, pour mettre en avant les projets ZEDA, et les mahomch forcément visibles, les mahomch rajim les meilleures universités, les mahomch ma تعداوش بالسيليكون فالي, ما تعداوش les accélérateurs المعروفين, les mahomch budget voilà, اللي هما في dans un village حد ما يعرفوا, etc. On essaye de créer un maximum de partenariats, d'être dans un maximum de réseaux. On donne cette chance-là. Et on essaye de donner cette chance-là avec gratuitement pour que il puisse s'engager, il puisse tester. La plateforme, elle est freemium, elle est gratuite. Les personnes qui ont l'idée, déjà, ils puissent savoir où est-ce qu'ils en sont, à quel niveau est-ce qu'ils en sont. Et aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent pas. Le marché. Enfin, mais une plateforme décentralisée qui permet de faire ça. Aujourd'hui, quelle que soit la plateforme qui existe, quel que soit le concurrent direct ou indirect, il va se baser à un moment ou à un autre à l'aspect humain, à la khatr, ce qu'on appelle le profiling, donc le fait de vérifier le profil de la personne est toujours important pour nos concurrents, etc. Donc, on veut être les plus justes possibles. Et les plus équitables possibles, les plus transparents possibles. Et c'est pour ça qu'on parle d'un système décentralisé. Et c'est pour ça, on a développé Naltaqi
Et c'est pour ça que ça s'appelle Nartaqi. C'est parce qu'on va donner des chances égales, équitables à tout le monde. Quelle que soit la personne, d'où qu'elle vient, quel que soit l'endroit d'où elle vient, quel que soit son profil, quels que soient ses échecs, on va valoriser absolument tous les éléments qu'il y aura dans leur projet. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, je pense, call to action. Il est faux après cette présentation. Vous pouvez leur demander de s'inscrire à Nartaq. Non, bien sûr, il faut s'inscrire. En fait, on a sorti le MVP il y a quelques jours. Donc, c'est nartaq.com. Il faut aller s'inscrire. Et en fait, on prend en considération les problématiques comme dans l'école. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, donc X, sur YouTube aussi. On est assez présent. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On est vraiment là pour aider. On a une équipe qui est là pour aider. On a d'excellents partenaires aussi qui sont là pour guider, pour nous aider à créer le meilleur produit. On a Microsoft دخلنا في البروجرام ستارت اب نتاعهم عطاونا $150,000 de crédit pour développer le produit IA, le meilleur produit IA justement pour avoir cette plateforme là qui est la plus efficace et la plus qui permet d'avoir le résultat le plus précis possible. Et donc on a vraiment les bonnes personnes de l'équipe. Emira Trill qui elle travaille chez Microsoft et elle a été attirée par le projet. Elle fait partie du board aujourd'hui dans les associés internes. Donc on a vraiment les meilleurs profils. On a des advisors qui sont des success stories. مثلا Karim Jouin, il حل Thunders. Il avait fait un exit de Expansia à $100 millions. Donc on a des advisors qui sont vraiment très 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 bons et qui vont faire en sorte que Nartaqi soit une success story. Et Nartaqi, pour que ce soit une success story, il faut que les startups, les projets entrepreneuriaux en Afrique soient des success stories. Si vous êtes une startup, n'hésitez pas. Inscrivez-vous sur nartaq.com. Et du coup, ce qu'on aime dans votre plateforme, il y a un scoring pour les startups. Exactement. Et du coup, vous ne dites pas non, vous dites pas encore. Exactement. On dit jamais non. On dit jamais non parce qu'on sait que l'échec, c'est le début de la réussite. Donc, on dit jamais non. Et la plateforme n'est pas là pour dire non. La plateforme est là pour accompagner. Accompagner nos deux cibles, l'investisseur et le fondateur. C'est-à-dire ? Donc, l'accompagnement du fondateur, c'est le fait de lui proposer une plateforme qui est sous forme de boîte à outils pour l'aider à rendre son projet le plus mature possible. Donc, le fondateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il gère la plateforme, il crée son compte, qui se crée en 30 secondes. Il peut le créer via compte LinkedIn, via Google, Gmail. Voilà, il crée tout simplement via une adresse mail. Ça se crée en 30 secondes. Bard, il va remplir un formulaire, mettre son pitch deck, mettre tous les éléments liés à Birat. Et à partir de ça, l'IA, elle va créer un contexte. Un contexte deck, c'est l'ensemble des critères qui permettent d'évaluer le projet MTR. Et puis ensuite, elle va évaluer le projet. Puis ça tire un score, qu'on appelle un trust score, voilà, un score de maturité. Le score deck, en fonction du pourcentage à l'UF score deck, on va le faire matcher ou non. Et du coup, la deuxième cible, c'est l'investisseur. On parle de matching. L'investisseur, il va créer son compte, qui en 30 secondes, puis il le formulaire, ou puis il sa thèse d'investissement. Donc, thèse d'investissement, quels sont les critères métiers, le rationnel métier, le critère métier, très précisément. Où l'IA interne, elle est là pour lui proposer un matching basé à la thèse d'investissement. Et donc l'accompagnement les investisseurs, il faut le voir qui m'a une machine de prise de décision immédiate pour les investisseurs. Je m'en ai beaucoup moins de risques. L'investisseur, donc les investisseurs institutionnels, donc les private equities, les fonds d'investissement, les VCs. En fait, le problème, il y a random, c'est qu'il y a beaucoup de prise de risque quand tu choisis d'investir dans une startup. Même si tu vas faire ta due diligence, qu'on fait d'ailleurs chez Nartaqi, partiellement, mais qu'on peut détailler, mais même s'il va faire sa due diligence, il y a toujours un gros risque, un risque que la startup, elle ne réussit pas. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on propose via l'IA une solution de decision making qui permet de baisser ce risque-là parce qu'on va proposer quelque chose de plus précis possible. L'objectif de la plateforme, c'est de créer un SaaS, un contexte par investisseur. Chaque investisseur aura son propre contexte. Donc ce ne sera pas un rationnel métier. C'est important.
moi je suis un rationnel métier standard pour tous les investisseurs. Il faut les chaque investisseur institutionnel a ses propres critères, son propre rationnel métier. Donc le but c'est qu'on crée un rationnel métier par investisseur. Et c'est comme ça qu'on va aussi se différencier. C'est que l'investisseur pigé, l'IA va l'analyser comme un investisseur à part. Et du coup, ce contexte-là lui permettra d'avoir un niveau de précision, fait choix MTAO, qui sera extrêmement élevé. Voilà. Et c'est ça l'une des grosses valeurs ajoutées d'Empowering. C'est très bien. Et je pense que c'est ton côté auteur d'Empowering Minds qui a intégré plutôt cette dimension d'éducation, ça. Oui, alors Empowering Minds, c'est le premier livre que j'ai écrit. Donc, un peu la story derrière, l'histoire derrière, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, je suis autodidacte. Donc, j'ai l'informatique wahdi. Et en fait, pour passer de rôle d'ingénieur, ce qu'on appelle un SRE, donc un Site Reliability Engineer, donc quelqu'un qui était DevOps, à un architecte, ce que j'ai fait, c'est que je me suis auto-formé sur l'architecture. Ça m'a pris à peu près 2 ans. C'était un travail très intense. Pendant ces 2 ans-là, j'avais créé du coup une documentation qui était de plus de 200 pages. Et puis, je l'ai transformée en livre. Et j'ai commencé à la vendre parce que pour moi, c'était important de partager les connaissances avec les personnes qui veulent devenir des architectes. Okay, et parce que c'est aussi l'architecte cybersécurité, c'est aussi l'un des rôles émergents aujourd'hui qui sont les plus attractifs. Et du coup, je voulais aider les gens qui s'intéressaient à ce rôle-là de se former de manière très précise à ce qu'ils recherchent exactement. Et effectivement, le fait d'avoir écrit Empowering Minds, l'objectif MTAO, c'était de donner exactement les éléments qu'il faut connaître pour changer de profil. Et donc, je pense, cette précision-là, qui m'a attaqué, la précision derrière le choix de thèse d'investissement, cette précision-là, elle a énormément de valeur parce qu'elle permet de prendre des décisions tout de suite. Elle permet de ne pas prendre de risques. Demain, vous voulez vous former, في rôle آخر, تقول مثلا je veux devenir security architect, عندك énormément de sources pour te former, énormément d'informations, كل واحد باش يقول لك حاجة différente, et du coup ما تعرفش منين تبدأ. Et c'est un risque. Qui تبدا تفورمي روحك على حاجه وانت ماكش سور الحاجه هذيك باش تعاونك pour réussir, c'est un gros risque. Ça risque خاطر tu perds du temps, tu perds de l'argent, خاطر les sources quand même sont payantes. Et du coup, c'est très compliqué, ça rend les choses très compliquées. Donc je réduis ce risque-là. Effectivement, je le réduis pour toutes les personnes qui veulent devenir architectes. Finalement, je le réduis pour toutes les personnes qui veulent trouver la start-up et l'idée de leur rêve. Voilà. Très bien, j'ai rien à dire, rien à rajouter, mais peut-être il y a le côté là, c'est qui est, vous êtes jeune. Je le dis, je le redis, ça se voit sur l'écran, ça se voit votre âge et tout. Et vous êtes jeune, vous aidez déjà les jeunes, beaucoup, dans leur parcours. Vous êtes quelqu'un qui aide déjà de nature. Et vous avez réussi en Europe. Et c'est sûr, vous connaissez, il y a des jeunes qui veulent réussir en Europe. Si quelqu'un qui est un ingénieur brillant, qui veut peut-être partir pour travailler Google ou Microsoft, si vous avez un message à lui dire, ça sera quoi? Alors, si quelqu'un veut travailler dans les entreprises, donc les GAFA, les plus sélectives, que ce soit Microsoft, Google ou autre, il faut savoir une chose, c'est que la plupart en tout cas, beaucoup de profils là-bas, que ce soit à Dublin, que ce soit à Londres, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Paris, on a beaucoup de profils qui sont africains là-bas, notamment des profils tunisiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les formations Fitounes sont déjà très développées. Donc, qui va يخرج من les meilleures écoles في تونس, من l'INSAT, من SUPCA, من l'ISI, etc. Il a les compétences pour les entreprises. Donc, il faut le savoir. C'est important. À la khater, les talents, d'après l'expérience de Taïchof, les talents, ils viennent principalement من البلدان هذوك, من أفريقيا, ils viennent من أفريقيا et من Asie. D'accord? Et les pays occidentaux, donc l'Europe, les États-Unis, sont des pays qui accueillent ces talents-là. Donc, ils t'aiment les entreprises comme Google ou Apple, ils t'accueillent beaucoup de. Ils t'accueillent Touensa, ils t'accueillent les Maghrébins, ils t'accueillent les Africains, etc. Ils t'accueillent des Asiatiques. Radi min jayin les talents. J'essaie d'aider à la khater, du coup, pour m'en sortir en Europe, pour réussir ce que j'ai réussi, pour écrire mes livres, pour du coup occuper des postes accueil, pour me former, etc. On m'a aidé, bien sûr. Et je pense, c'est l'une des choses les plus importantes. On ne peut pas réussir seul, malheureusement. Et heureusement, on a des gens qui aident. Oui. Et du coup, pour réussir, il faut faire appel à des gens qui ont la bienveillance de nous élever. Voilà. Et du coup,
cette possibilité-là de trouver cette communauté et ce réseau, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Et là, je fais partie de ceux qui ont reçu beaucoup d'aide pour réussir, de ma famille, de mes amis, de mon entourage. Et du coup, je veux partager ça aussi avec les gens. Donc, vous voulez conseiller de créer leur licorne ici ou de travailler chez des GAFA. Pourquoi le timing est bon maintenant? Ouais, il y a deux choses. En fait, il n'y a pas de mal. Je vais dire dans une GAFA, sachant que l'objectif, c'est qu'il y ait l'expérience radie, il y a le réseau, ou bah, il investit. L'objectif, c'est pas les jeunes, ça, je pense que c'est une mauvaise stratégie. À la khater, il faut voir comment ça se passe le barra. Il faut voir le niveau le barra. Il faut voir les compétences le barra. Il faut apprendre le réseau le barra, etc. Quand les financements, j'ai en grande partie le barra. Mais il faut garder à l'esprit, et l'objectif, ça doit être de créer son réseau, de développer ses compétences, d'apprendre et puis de revenir et investir Fibledo. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et l'une des choses qui attire le plus un entrepreneur, c'est de savoir qu'il y a des choses à faire. Et ça doit être quelque chose qui doit être communiqué dessus parce qu'il y a des choses à faire. Et du coup, vous encouragez ces jeunes à entreprendre? Bien sûr. Bien sûr, ça doit être la chose. Et j'encourage surtout la génération, je dis de la génération Z, c'est une génération d'entrepreneurs. Et du coup, clairement, c'est une génération qui n'aime pas l'exécution, qui aime l'ownership, qui aime le fait de gérer un projet de A à Z, qui aime la responsabilité. Et je pense que ça, c'est une chance. Et il faut les aider à développer cette culture-là et leur donner les outils pour pouvoir créer des choses dans le pays. Merci. Donc, une dernière question pour vous. Dans 10 ans, si Nartak, Inch'Allah, a réussi sa mission, à quoi ressemblera l'Afrique? Et tu veux que les gens disent quoi d'où? C'est-à-dire, ils vont dire Riyad et quoi? Alors, plusieurs choses. Je veux que l'abbé du Koulo Nartaki aounetna pour qu'on puisse s'élever. Je fais rien que c'est élevé. D'accord. C'est la haja l'oula. La haja thania, j'aimerais qu'on dise Riyad, il nous a aidés à être visible, à montrer les talents internes et à développer mentalité dans l'entrepreneuriat. C'est principalement ça. Et l'Afrique, en tout cas, Tunis, je fais qui m'a le hub d'entrepreneurs en Afrique. Et je pense que c'est très, très, très plausible. On se retrouve à accueillir les financements, l'IGN, le Moyen-Orient, l'Amérique, etc. Parce que les gens ont envie de voir, mais juste blé dans ta prototypage. Donc l'objectif, c'est que l'Afrique se développe, les talents, qu'on découvre de plus en plus de personnes qui sont aujourd'hui discrètes, qui n'ont pas le canal pour s'exprimer, pour montrer leurs talents. Et je veux que Natari joue un rôle là-dessus. C'est vraiment, elle permet d'élever toutes les personnes qui le méritent. Et c'est pour ça qu'on veut parler de méritocratie, principalement. On veut que Natari soit le premier canal et le canal le plus intègre qui permet aux startups de recevoir des financements venant de pays du coup développés. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais je pense, si on a le temps, j'ai une autre question par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Je voudrais savoir votre perception sur l'intelligence artificielle. Vous dites toujours que vous avez une équipe 50-50. 50% c'est de l'intelligence artificielle et 50% c'est de l'humain. Et du coup, peut-être pour vous, est-ce qu'ils doivent travailler ensemble ou l'humain doit travailler avec l'IA? Et votre perception aussi sur l'IA, c'est parce que c'est très important. Ah, bien sûr, bien sûr. Nataki, c'est une boîte qui se base sur l'IA, beaucoup. Donc l'IA, pour nous, c'est très important. Et je pense, je suis convaincu, elle est toutes les entreprises qui n'ont pas encore adopté l'IA ou qui pensent qu'il y a encore du temps, elles devraient changer de stratégie parce que l'IA, c'est extrêmement nécessaire pour plein de raisons. Ahna, Final Taqi, je ne sais pas si c'est 50-50, mais on a Nadim Mankoul, elle est... Nartaki, c'est à peu près 50 salariés, mais 15 qui sont humains et 35 qui sont de l'IA. Allez, l'IA, elle doit être utilisée de deux manières. La première, c'est en tant qu'assistant. L'IA, ça je pense que c'est une mauvaise stratégie. L'IA, elle est ici pour servir en tant qu'assistant.
Donc, تعاونك pour automatiser tout ce qu'elle peut automatiser, te faire gagner du temps, beaucoup de tâches qui sont répétitives et d'autres tâches aussi. Elle peut aider des tâches intellectuelles, mais elle ne doit pas réfléchir parce que sinon, on se retrouve à avoir un décalage entre ce que l'IA va produire et ce que les compétences Shalika peuvent valider. D'accord ? La validation est encore une étape et l'IA n'est pas capable de réaliser. Il y a Shalika qui travaille pour améliorer ça, qui est Thunders qui permet aujourd'hui de tester en fait ce que les développeurs produisent. Ça, c'est une phase aujourd'hui qui est extrêmement importante, qui va rassurer beaucoup d'entreprises. Donc, je leur conseille d'aller jeter un œil à la Thunders. D'ailleurs, qui est une start-up, une pré-licorne qui a levé 9 millions d'euros il y a quelques mois. Donc, elle est très prometteuse. Mais la validation, c'est quelque chose qui reste important. Donc, il faut que l'entreprise maîtrise ce que l'IA fait. C'est pour ça que je parle de pas laisser l'IA réfléchir à notre place. Une chose extrêmement importante, c'est que on utilise l'IA de la manière la plus juste possible. On ne demande pas à l'IA de faire notre travail, ou de faire le travail de ce qu'on appelle les VC analysts, ou les business analysts. On veut que l'IA soit un moteur de prise de décision et de réduction de risque. Donc l'IA, elle n'est pas là pour automatiser des tâches. Elle est là plutôt pour créer un contexte. Et c'est comme ça que l'IA doit être utilisée. Elle n'est pas là pour comprendre un contexte. L'IA, tu ne lui demandes pas ça, ce serait pas intéressant pour l'entreprise, c'est pas le bon moyen d'utiliser l'IA. L'IA est là pour recréer un contexte. T'as la donnée, la data c'est extrêmement important. T'as toutes les données, ou ok, tu redéfinis le contexte, ok. Et à partir de ce contexte-là, j'aimerais que tu mettes la prise de décision. Et c'est comme ça, qu'on veut qu'on aide les investisseurs. Donc l'IA va recréer le contexte. Donc elle va baisser le risque au maximum. Elle va baisser le risque d'incompréhension, etc. etc. Et ça, on le fait via plusieurs méthodes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le clustering sémantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le matching temporel, etc. Pour créer un contexte qui soit le plus juste possible. Et à partir de ce contexte, l'IA, elle va dire, OK, voici la meilleure start-up pour cet investisseur-là. Quel investisseur est cool. Et la start-up, elle me convient pas. Ça a matché, mais ça me convient pas. L'IA, elle va apprendre mon retour de terre, elle va créer un contexte encore plus juste et elle va lui proposer d'autres startups. Donc l'IA, elle est extrêmement importante dans le sens où il faut qu'elle soit adoptée. Il faut que les États et les sociétés privées investissent dans l'IA. Ça va être le meilleur moyen d'utiliser les données qui existent actuellement et de prendre de meilleures décisions. À la fin, on repose tous les décisions de leadership. Et le leadership, le principe de leadership, c'est l'autorité qui prend les décisions qui ont un risque. Et du coup, pour baisser ce risque, il faut utiliser l'IA. Très bien, c'est huge. Vraiment, je ne trouve pas les mots, mais c'est huge. C'est quelque chose qui est très bien travaillé. Et du coup, on vient de terminer. Vous avez le mot de la fin. Merci beaucoup. Chez Nathalie, comme je l'ai dit, il ne faut pas hésiter à nous suivre, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On est là pour aider vraiment toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Allez visiter notre site, allez vous créer un compte. Et puis lancez-vous dans l'entrepreneuriat. On est là vraiment pour soutenir tous les projets créatifs qui sont à l'étranger. Merci Liad, merci, c'était très riche même pour moi, je pense. J'ai compris un peu plus. Et plutôt au début, je vous ai dit, vous allez découvrir la personnalité de Liad. Et là, vous avez un entrepreneur qui est focus, qui travaille. Et vous avez entendu dire beaucoup aider. C'est quelqu'un qui veut aider. Il a créé cette plateforme juste pour vous aider et je pense que vous avez pu découvrir une personnalité à part, assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui travaille très très dur et qui a fait tant de choses et je pense que ça peut être une personnalité qui va vous inspirer en tant que jeune si vous regardez ce podcast. Et là, on termine. Merci encore une fois et à très bientôt.